Ok, rebonjour à tout le monde. On poursuit ce séminaire international avec cet après-midi donc Clémence Ledoux, qui est maîtresse de conférence en sciences politiques à Nantes et membre du laboratoire droit et changement social, c'est ça. Aussi un peu rattachée au centre nantais de sociologie ou pas du tout? Associé, ouais. Associée, Ouais. ok. Et du coup, qui va nous présenter une intervention sur les organisations patronales dans le secteur de l'aide à domicile avec une comparaison France, Allemagne, Angleterre. Donc, ça fera un peu écho à des choses qu'on a pu déjà voir un peu de l'autre côté des relations proches. Cette présentation sera discutée par Arnaud Fontac, qui est donc sociologue à l'IRES. Normalement, on aurait dû avoir des discutants syndicaux de la CFDT, donc deux membres de la CFDT, Stéphane Garec, qui est secrétaire fédéral en charge de la négociation de la convention collective de la branche de l'aide à domicile pour la Fédération de santé sociaux, mais il est précisément en négociation actuellement, je crois, donc c'est difficile pour lui, enfin, c'était pas possible, et il s'excuse vraiment de ne pas pouvoir être là. Et aurait dû être présent aussi Guylaine Bian, qui est secrétaire fédérale en charge de la négociation de la convention collective des entreprises de services à la personne. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs branches sur ces secteurs-là. Donc, une autre branche pour la fédération commerce et services de la CFDT et lui qui a eu un empêchement de dernière minute aussi et qui s'excuse vraiment platement également. Donc, c'est un peu dommage, on n'aura pas la parole syndicale sur cette dernière présentation. Voilà, du coup, tu as un peu plus de temps pour présenter, puisque on peut déborder un petit peu. C'est risqué de me dire ça. Non, alors voilà, non, je vais quand même m'assurer que ce ne soit pas non plus super trop long. Je ne sais pas, je veux dire quoi, 30-35 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, 30-35 minutes. Donc, il est 35 jusqu'à 5, je sais pas, 10, jusqu'à Ouais. 10. Voilà, on te laisse donc la parole. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être à l'IRES aujourd'hui. C'est la première fois que je viens dans les locaux. Donc, je suis aussi ravie de pouvoir discuter avec vous cette recherche qui est un peu une recherche au long cours. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Je pourrais les intégrer. Puisque il y a des choses que j'ai publiées sur la France, mais pas sur les organisations patronales spécifiquement en Allemagne, en Angleterre. Donc voilà. Donc depuis une vingtaine d'années, les travaux sur les mobilisations collectives de l'aide à domicile et des services aux personnes et de leur syndicalisation a donné lieu à un certain nombre de travaux en Europe. Donc je ne vais pas tous les citer, mais on peut penser aux travaux de Christelle Avril, de Sophie Déroux, de Safia Dumanque, en France, de Franca von Oren aux Pays-Bas, d'Hélène Schwenken, d'Ingrid en Allemagne et d'autres collègues ailleurs. Et certains de ces travaux ont montré que bien qu'apparemment improbables, des mobilisations de travailleuses de l'aide à domicile et des services de ménage ont bien eu lieu. Et ces mobilisations ont aussi été transnationales et ont permis d'adopter la convention 189 de l'OIT, qui est quand même une convention très importante pour les travailleuses domestiques. Et notamment, on a pu voir les effets que ça avait pu avoir en Amérique latine. De l'autre côté, une recherche bourgeonnante apparaît aussi sur l'action collective des patrons et des patronnes de ces travailleuses et un peu sur les organisations patronales de ces secteurs, de l'aide à domicile et des services aux personnes, même si on voit que les termes sont assez différents d'un pays à l'autre. Donc, services aux personnes, c'est un terme assez français, mais c'est ce que j'utilise de manière assez rapide pour qualifier aussi les services de ménage, uniquement parfois aussi adressés aux ménages qui n'ont pas de personnes en situation de dépendance. Et donc, des travaux aussi sur les organisations patronales de ces secteurs apparaissent. On peut penser aux travaux de Pascal Caillou en France,
Et notamment en Irlande, on a les travaux de Julien Mercier et Pauline Cullen qui sont aussi intéressants sur ces questions. Alors, tout comme pour les salariés, l'action collective des patrons et des patrons et des patronnes de services d'aide à domicile peut paraître improbable également, puisque ces patrons et ces patronnes constituent des mondes très diversifiés. Enfin, la diversité juridique des statuts donc de ces patrons et de ces patronnes est bien connue. Et à cette diversité juridique s'ajoute également une diversité sociale puisqu'il peut y avoir un écart assez important entre le patron du groupe WeCare et une ouvrière retraitée qui cherche à se faire relayer pour s'occuper de son mari en fin de vie et qui va chercher les services d'une assistante de vie. Ces patrons et ces patronnes sont pour certains des particuliers, des familles euh, il y a aussi donc évidemment des prestataires qui sont parfois en Allemagne, par exemple, des aides à domicile qui montent leur petite entreprise. Et comme l'a montré Ève Meuret-Canfort en 2017 pour les particuliers employeurs en France, certains de ces patrons ont une identité parfois assez éloignée de l'identité patronale. Par ailleurs, les modes d'action collective des travailleuses, puisque évidemment, on l'a dit ce matin, ce sont essentiellement des femmes, peuvent aussi paraître assez peu menaçants pour ces patrons et ces patronnes, alors comme on sait que finalement la présence d'actions syndicales a souvent été un aiguilleur pour constituer des fédérations patronales. Pourquoi constituer des fédérations patronales s'il n'y a pas en face des syndicats puissants? Et donc, toutes ces raisons pourraient laisser penser que l'action collective des patrons et des patronnes est improbable. Et pourtant, des organisations patronales prétendant représenter les employeuses et les employeurs dans l'aide à domicile et les services aux personnes existent partout dans les différents États membres. Et il existe d'ailleurs des fédérations européennes qui représentent également ces patrons et ces patronnes. Euh, Ces organisations patronales ont été créées à des périodes différentes de l'histoire. Elles ont des formes différentes et des positions aussi différentes et elles entendent aussi représenter des groupes sociaux différents selon les États membres et à l'intérieur des États membres. Et donc, c'est surtout sur ces derniers points que je voudrais m'arrêter aujourd'hui en essayant de m'interroger sur les frontières des groupes représentés par ces organisations patronales, leur position et leur capacité à négocier ou non des normes avec les syndicats salariés et à quelle échelle. Et surtout, je voudrais poser la question en arrière-plan de savoir comment les États sociaux façonnent ces, ces organisations et donc, on sait bien que les systèmes de relations professionnelles, et je pense qu'il y a beaucoup d'experts dans cette salle de ces questions, les systèmes de relations professionnelles en général façonnent les syndicats salariés, les organisations patronales. Et je crois qu'on en a aussi un peu parlé ce matin, là, sur ces secteurs, on est dans une situation un peu particulière puisque ce sont des secteurs qui sont très fortement financés par les États sociaux et dans lesquels des marchés organisés par les États sociaux ont été institués avec parfois aussi des instruments différents pour organiser ces marchés. Et donc l'idée, c'est aussi d'aller regarder parfois au-delà aussi des systèmes de relations professionnelles, comment l'État social en général aussi contribue à façonner ces organisations patronales et aussi avec quelles conséquences en effet retour sur l'action publique et sur les syndicats salariés, puisque dit de manière très simple, sans organisation patronale, difficile pour les syndicats salariés de négocier quoi que ce soit au niveau d'une branche. À l'inverse, avec beaucoup d'organisations patronales dans une branche, il peut y avoir des difficultés à négocier. Et on peut aussi. Et donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder qui couvre ces organisations patronales, parce que si une organisation patronale couvre une grande diversité d'activités, on peut aussi supposer qu'elle aura peut-être une capacité à inclure les métiers les plus précaires, peut-être les métiers du bas de l'échelle,
dans les négociations de certains droits avec les pouvoirs publics et avec les syndicats salariés. Donc cette question de l'inclusion qui est souvent posée en fait quand on s'interroge sur les syndicats salariés pour savoir dans quelle mesure les syndicats salariés sont aussi capables d'inclure finalement les salariés les plus précaires. Je voudrais aussi essayer de la poser en regardant ces organisations patronales et la comparaison internationale permet précisément de distinguer des facteurs structurants qui peuvent expliquer ces différences. Et donc, je m'intéresse donc pas au Royaume-Uni en général, mais à l'Angleterre, à l'Allemagne, parce que ça serait, c'est différent en fait d'une nation à l'autre au Royaume-Uni. Donc, à l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Donc, il y a dans la salle des spécialistes de la méthodologie des relations professionnelles. Je pense à Sacha à ma droite. Pour revenir sur la méthode, avec un peu de peur dans la façon dont tu vas me juger. Donc, je m'appuie sur la littérature secondaire, des documents administratifs, évidemment aussi, enfin, notamment sur la France, j'ai quand même beaucoup travaillé avec attention sur les conventions collectives, les avenants, de manière systématique. Je l'ai moins fait de manière systématique pour l'Allemagne et la France. Et puis, donc j'ai regardé ces textes-là, évidemment des textes juridiques. Et puis, j'ai mené donc des enquêtes par entretien, donc des enquêtes avec les syndicats salariés et les organisations patronales de l'aide et des services à domicile depuis 2004 en France, hein. Et entre 2007 et 2010, puis 2002, 2022-2023 en Allemagne et 2023-2024 en Angleterre. Et je trouve ça intéressant aussi de faire parler également les syndicats salariés en fait sur les organisations patronales et par rapport à voilà, des collègues qui étudient les organisations patronales uniquement en allant enquêter auprès des organisations patronales. C'est aussi intéressant d'avoir le regard des syndicats salariés. Et puis j'ai aussi fait des observations, donc notamment en Angleterre et en France, d'événements organisés par ou à destination des patronnes et des patrons, hein, donc notamment des salons dans lesquels on peut aussi les voir développer des formes de sociabilité. Donc dans cette communication, je voudrais revenir sur le rôle des politiques sociales dans l'émergence et l'organisation et la construction des frontières des organisations patronales de l'aide et des services à domicile dans les différents cas étudiés. Rapidement sur les positions des organisations patronales. Et puis à la fin, je voudrais faire un petit pas de côté et évoquer aussi ce que cela peut avoir comme impact pour les salariés et vous présentez aussi l'existence en Angleterre et en Allemagne de cas de strategic litigation, c'est-à-dire que les syndicats, puisqu'ils n'ont personne avec qui négocier, eh bien parfois essaient de porter des cas devant la justice en espérant changer les choses au-delà de la situation des personnes qui sont concernées, mais pour faire jurisprudence et changer les normes de droit qui s'appliquent au secteur. Donc, dans une première partie, je voudrais revenir sur l'émergence et la structuration des organisations patronales de l'aide et des services à domicile. Donc, partout en Europe, les premières organisations qui ont prétendu représenter des employeurs de services d'aide à domicile ont été des organisations représentant les associations et dans certains cas, mais pas partout, ont aussi émergé des organisations entendant représenter les particuliers employeurs. Et puis, dans les années 90, les États sociaux sont allés plus loin dans l'organisation de marchés d'aide et de services aux personnes, créant ce que l'on appelle en sciences politiques un policy feedback, c'est-à-dire un effet retour, puisque ces politiques d'organisation des marchés ont contribué à créer des organisations ayant pour but de représenter les entreprises de l'aide et des services à domicile. Mais là aussi, selon des configurations différentes. Donc, si on revient sur les premières organisations patronales qui sont apparues, donc celles
qui représentent les associations. Donc, je parle ici évidemment du secteur privé, je ne parle pas du secteur public. En Angleterre et en France, on a assisté à une laïcisation forte des politiques sociales au XVIIe et au XVIIIe en Angleterre, sous la Révolution et la Troisième République en France. Ça n'a pas été le cas en Allemagne. Et en Allemagne, le principe de subsidiarité a conduit l'État social à s'appuyer à la fin du XIXe siècle et jusqu'aux années 30 sur des organisations religieuses généralistes pour aider les pauvres, les nécessiteux, les personnes malades et âgées, avec donc Caritas pour les catholiques et la diaconie pour les protestants. Et puis, donc, ces organisations qui sont donc fédérées ont été rejointes par d'autres fédérations après la Première Guerre mondiale, donc notamment avec une fédération dédiée à l'aide aux Juifs et des organisations laïques, hein, donc l'Arbeiterwohlfahrt, hein, qui vient du mouvement ouvrier, la Croix-Rouge et le Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband qui regroupe une grande diversité d'organisations. Donc, malgré la parenthèse nazie, ces organisations sont réapparues après la Seconde Guerre mondiale et jouent toujours aujourd'hui un rôle très important. Elles sont intégrées dans une forme de néocorporatisme, puisqu'elles sont consultées pour les réformes qui peuvent les concerner, et elles peuvent parler d'une voix, puisqu'elles sont représentées par la Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Et donc, ce que je voudrais surtout souligner ici, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ce sont des organisations qui fédèrent des associations qui sont généralistes. Et donc, comme on disait ce matin, qui proposent à la fois du soin, de l'aide, du travail social en établissement et à domicile. Et donc, on n'a pas cette spécialisation qu'on a pu voir pour la France. Alors, en même temps, ces organisations, donc celles qui sont religieuses, ont conservé leur spécificité, puisqu'on l'a dit ce matin, elles se voient appliquer ce qu'on appelle le droit des églises, hein. Et le droit des églises reconnaît aux églises la capacité à régler elles-mêmes leurs affaires, y compris le droit du travail, dans les limites des lois applicables à tous. Ça signifie que les lois relatives à la protection de tous les travailleuses et travailleurs, comme la loi sur la protection contre le licenciement, les congés, le temps partiel, la limitation de la durée du travail et d'autres lois, s'appliquent sans restriction aux travailleuses de ces organisations. Mais cependant, la négociation collective relève d'une troisième voie, hein. Et ça signifie que les conditions de travail ne sont ni déterminées unilatéralement par l'employeur, ce qui correspond plutôt à la première voie. Elles ne sont pas non plus aménagées par des conventions collectives négociées par les partenaires sociaux, donc à la fois syndicats salariés et organisations patronales, avec la possibilité pour les syndicats de s'opposer par la grève, comme ce que ces organisations appellent la deuxième voie. Dans cette troisième voie, au contraire, les conditions de travail sont négociées au sein de commissions du droit du travail dans lesquelles siège un nombre égal de représentants du côté employé et du côté employeur, de la Caritas et de la Diaconie, qui doivent pouvoir, sont censés pouvoir se rencontrer, échanger. Et si aucun accord correspondant n'est trouvé lors de ces négociations, le conflit est résolu dans le cadre d'une procédure de conciliation neutre et contraignante et non par la grève. Car ces organisations posent comme condition pour accepter de siéger dans ces commissions de renoncer à la grève. Donc, dès que les représentants des travailleurs entrent dans ces commissions, ils doivent accepter les principes de renoncer à l'appel à la grève. Et donc, même si la grève est reconnue comme un droit fondamental en Allemagne, le processus de la troisième voie vise à l'éviter. Donc, les représentants du syndicat Verdi que j'ai pu rencontrer expliquent que les travailleuses et les travailleurs ne comprennent pas toujours qu'ils et elles pourraient quand même exercer ce droit de grève lorsqu'ils travaillent à la Diaconie, à la Caritas. Et Verdi refuse d'entrer dans ces commissions et d'accepter ce prix à payer très fort pour entrer dans ces commissions. Alors, si on regarde ce qui se passe
dans les deux autres cas, en Angleterre, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les institutions ont établi une frontière très stricte entre le soin qui est géré par le NHS centralisé universaliste et le social care qui est délégué aux autorités locales sous condition de ressources. Et donc, on ne retrouve pas les mêmes acteurs dans le domaine du soin et du social care en Angleterre. Et comme je le disais, en France, la frontière a été forte entre les établissements et le domicile, puisque au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en France, les associations d'aide à domicile se spécialisent d'abord dans l'aide aux familles en difficulté, puis se tournent vers l'aide aux personnes âgées à domicile. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va voir apparaître des grandes fédérations comme l'UNADMR, l'UNA. Et en parallèle de ces mouvements, on peut noter, comme je le disais, dans certains pays, l'existence de mouvements de femmes bourgeoises chrétiennes qui se sont organisées pour former les employés de maison et parfois pour améliorer leurs conditions de travail, avec une préoccupation assez forte aussi sur la formation. Et donc, ça a été le cas en France avec la FEPEM, qui a été bien étudiée par Isabelle Puech. Ça a été aussi le cas en Allemagne avec des femmes catholiques qui ont négocié une convention collective avec une association professionnelle, mais en Allemagne, les conventions collectives sont applicables uniquement aux membres, donc ça n'a pas eu d'effet, alors que à partir de 1980, la convention collective des employés de maison en France est étendue et donc devant s'appliquer à tous les salariés et tous les employeurs de salariés à domicile. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, on voit comment en France, la FEPEM s'est raccrochée à un système de relations professionnelles qui a permis donc d'appliquer des normes de travail de manière assez inclusive. Et donc, ce que dit Jean-Yves Carbour, c'est que finalement, les employés de maison étaient exclus par le Code du travail d'un certain nombre de droits et la convention collective, mais aussi la jurisprudence, a permis de rattraper un petit peu le droit commun, mais de manière imparfaite et incomplète. Alors, à partir des années 80, des instruments de politique publique ont été mis en place partout en Europe pour organiser davantage des marchés d'aide et parfois aussi de services à domicile. Donc ici, à la suite des travaux de Jane Gingrich, de Karen Shire, Franca von Oren, nous soulignons l'importance de distinguer deux types d'instruments qui ont contribué à organiser ces marchés. Et donc, je trouve que cette distinction, elle est importante, avec d'un côté les instruments de financement et de l'autre côté les instruments de régulation de l'échange. Donc, en sociologie économique, ce sont des instruments qui peuvent contribuer à faciliter l'échange, à réguler la production des services, leur qualité, afin de diminuer l'incertitude au moment de l'échange. Et donc, ces instruments n'ont pas eu exactement la même forme d'un pays à l'autre. Donc, en Allemagne, un instrument très important, ça a été l'assurance dépendance, qui, en 94, a permis de financer d'un côté des prestations de services assez régulées par les caisses d'assurance dépendance, mais de l'autre, une prestation en argent dont les familles peuvent faire ce qu'elles veulent. Donc, au départ, c'était pensé comme une façon de rétribuer les femmes qui s'occupaient de leurs parents âgés. Et progressivement, en lien avec ce qu'on disait ce matin, et bien avec l'augmentation des taux d'emploi des femmes, et bien cet argent est de plus en plus utilisé pour payer des femmes, notamment migrantes, qui apportent de l'aide aux personnes âgées. En France, donc, à côté des réformes de la dépendance autour de la PSD et de l'APA, ont aussi été introduites des réductions d'impôts. Donc, au départ, c'est des réductions qui sont devenues ensuite des crédits d'impôts à partir de 2007, très généreux, puisque c'est 50% du montant de la dépense qui est réduit et qui ensuite qui deviendra un crédit d'impôt, donc y compris accessible pour les personnes qui ne payent pas d'impôts, avec une définition assez large. Et en Angleterre, le développement du cash for care s'est développé en parallèle
des marchés publics organisés par les autorités locales. Alors, tous ces instruments, en fait, d'organisation des marchés, ont suscité l'émergence de fédérations patronales représentant les entreprises commerciales de ces secteurs, mais avec là des configurations assez différentes. Alors, ce qui est intéressant, j'ai pas mal travaillé là-dessus, c'est qu'en France, la première fédération patronale d'entreprises de services à la personne, c'est le SESP, qui a été créé en fait à l'initiative du CNPF pour transformer la loi sur les emplois familiaux de 91 qui excluait en fait les entreprises et qui s'adressait aux familles qui employaient un salarié à domicile ou qui payaient les services d'une association, mais les entreprises n'étaient pas concernées. Et donc le syndicat se constitue plutôt dans une logique descendante au départ. Il s'appuie en fait sur le comité de liaison des services à l'intérieur du CNPF. Et puis, il se mobilise donc pour changer la loi sur les emplois familiaux, pour changer aussi le taux de TVA, ce qui à l'époque passait par un vote à l'unanimité au Conseil de l'Union européenne. Et il va aussi préparer le plan Borloo, qui sera vraiment préparé par le SESP. Et à la suite du plan Borloo apparaît une autre fédération, donc la FEDESAP, rattachée à la CGPME. Et puis plus tard, entrera aussi au moment où sera négociée une convention collective pour les entreprises de services à la personne, entrera aussi le SINERPA qui, lui, est présent sur les EHPAD et qui représente des EHPAD qui ont aussi développé des associations d'aide à domicile. Mais alors, au contraire, en Allemagne, donc oui, donc ce qui est intéressant pour le cas français, c'est qu'on voit que c'est des fédérations en lien finalement avec l'instrument fiscal vont se développer autour d'une définition qui au départ est celle des emplois familiaux et qui ensuite va être élargie des entreprises de services à la personne qui vont ensuite aussi concerner l'aide à domicile, le social care. Mais on voit le lien très fort entre ces politiques sociales et la nature des organisations patronales qui se développent en face. Donc en Allemagne, deux fédérations différentes voient le jour dans cette période. Donc l'une est créée en 1998, donc vous voyez quelques années après la création de l'assurance dépendance, et elle entend représenter les entreprises commerciales fournissant des services dans le cadre de l'assurance dépendance. Donc c'est l'ABVP, l'Arbeitgeber- und Berufsverband Privater Pflege. Et puis une autre organisation, le BDHU, le Bundesverband Haushaltsnaher Dienstleistungen, sera lui créé en 2010, qui lui renverra plutôt à la dénomination associée à la déduction fiscale. Donc on voit d'un côté l'assurance dépendance crée d'une certaine façon une organisation patronale pour les Pflegedienste, donc les services d'aide à domicile, et de l'autre, euh, existe une organisation qui représente les services de proximité. Et puis, on peut aussi souligner l'existence d'une autre organisation, le VHDP, qui dit en représenter les familles, mais qui de fait représente les agences de placement, puisque ce qu'on a vu aussi, c'est que se sont développées de plus en plus des agences qui placent des travailleurs sous des formes de contrats assez différents, avec du travail détaché, enfin, notamment de Pologne vers l'Allemagne, donc on voit aussi une forme de petite forme de semi formalisation, puisque ça reste quand même sur des contrats très baroques. Donc là, les collègues juristes sont vraiment développés là-dessus. Enfin, mais on a vu se développer aussi les agences euh, pour placer des travailleuses dans ce secteur dans le secteur de ce qui sera de ce qui est en Allemagne, le living care, puisque une des caractéristiques de l'Allemagne, c'est d'avoir une population qui est estimée par les collègues de 500 à 600 000 travailleuses qui vivent chez les personnes âgées pour s'occuper d'elles. Donc c'est difficile d'évaluer exactement, mais ce qui représente quand même, vous voyez, beaucoup de personnes qui sont pour la plupart migrantes et qui sont en partie financées par cette allocation en argent de l'assurance dépendance, avec donc une dualisation assez forte du système allemand, avec d'un côté les services prestataires de l'assurance dépendance et de l'autre, eh bien, on a vu donc ces living care workers qui
qui sont financés par l'allocation en argent. Euh, donc, euh, donc, donc, par ailleurs, en Angleterre, une organisation représentant à la fois les établissements et les services d'aide à domicile a été créée elle aussi en 1986 hein, et elle s'appelle Care England. Après, il y en a d'autres. Donc, c'est un paysage qui est assez fragmenté, enfin qui est très fragmenté en Angleterre, mais c'est l'une de celles qui est souvent nommée par les syndicats salariés et qu'on retrouve notamment dans les, les, comment dire, les événements organisés autour de ce secteur. Et puis j'en reparlais un petit peu après. Alors, si on passe maintenant aux positions hein, de ces organisations euh, patronales, hein, on s'aperçoit que toutes ces organisations patronales, malgré leurs différences, eh bien, mènent toutes des actions vis-à-vis des pouvoirs publics en vue d'obtenir davantage de ressources pour leur segment. En revanche, leurs relations avec les syndicats salariés peuvent être différentes selon les systèmes institutionnels, mais j'espère réussir à vous convaincre que finalement, c'est davantage vis-à-vis des pouvoirs publics en fait que ces organisations se sont constituées que pour répondre à une menace que pourraient constituer les syndicats salariés. Alors, on s'aperçoit que la question du temps dans l'aide à domicile et services aux personnes est une question, enfin, sous l'aide à domicile est une question qui est cruciale. La question du temps de travail est une question cruciale pour toutes ces organisations. En particulier, la définition de ce temps, ce qui relève du temps de travail effectif ou pas, euh, la mesure de ce temps, la rémunération de ce temps, l'organisation du temps. Et donc, en France, et donc évidemment, ça, c'est des questions qui peuvent pas être seulement résolues par de l'argent et qui posent enfin, qui posent évidemment aussi des questions financières. Mais on voit que les organisations patronales se mobilisent beaucoup pour avoir des ressources et qu'en même temps, la question du temps les préoccupe. Pour donner quelques exemples, par exemple, donc la loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 comporte une disposition relative à la durée minimale du temps de travail fixée à 24 heures par semaine et la possibilité de négociation de branches permettant de fixer des dérogations à cette durée minimale. Et tout de suite, les associations d'aide à domicile ont lancé une négociation sur cette thématique pour produire de telles dérogations dans la branche de l'aide à domicile. Autre exemple, en Angleterre, la Home Care Association se mobilise en faveur des contrats 0 heure, puisque j'ai oublié de le dire, mais donc en Angleterre, 56% des aides à domicile, donc ça, c'est des choses qui ont été très bien analysées par Lydia Hayes, 56% des aides à domicile sont sous des contrats 0 heure, c'est-à-dire que l'employeur ne s'engage pas à fournir une durée de travail, il peut proposer du travail enfin, théoriquement, les travailleuses sont libres hein, de le refuser, mais évidemment avec la crainte qu'on leur redemande pas si elles n'acceptent pas. Donc voilà, avec une forme de très grande précarité qui a d'ailleurs été assez bien euh, illustrée par Ken Loach. Euh, donc, euh, on pourrait supposer a priori l'intérêt des employeurs de moins compter tous les temps comme du temps de travail, donc de ne pas compter les déplacements, les temps collectifs, les gardes de nuit comme du vrai travail. L'intérêt des organisations patronales de rémunérer le moins possible les heures de travail. L'intérêt a priori des organisations patronales de disposer d'une grande flexibilité dans la mise au travail. Pourtant, en fait, on voit que cet intérêt, a priori, qu'on pourrait supposer, on ne le retrouve pas avec la même intensité dans les positions qui sont défendues ou qui ont été acceptées par les organisations patronales, hein, puisque, par exemple, les organisations patronales françaises prestataires ont toutes fini par accepter des cadres permettant de rémunérer le temps de déplacement comme du temps de travail effectif. En France, ces organisations ont dû parfois accepter aussi un encadrement des régimes de temps de travail
et ce qui est loin d'être le cas dans plusieurs organisations anglaises et allemandes. Donc finalement, ces positions et la propension des organisations patronales à accepter des compromis ou non sont aussi liées à l'existence ou non d'espaces de négociation collective de normes pouvant avoir un caractère obligatoire et l'existence d'espaces pouvant les obliger à accepter des compromis. Ces espaces peuvent aussi être des espaces d'interprétation du droit. Et donc, en France, au niveau des branches, existe aussi des CPPNI, donc des commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation, dans lesquelles les partenaires sociaux débattent de l'interprétation des règles de droit. Donc, non seulement ils ont des espaces de négociation à l'échelle de la branche pour décider de normes de branche, mais ils ont aussi des espaces pour négocier sur l'interprétation à donner à ces normes. Et les syndicats allemands et anglais ne disposent pas de tels espaces au niveau des branches, ni d'accords de branche, et ils luttent pour leur création. Donc, par exemple, en Angleterre, les syndicats, donc, notamment, donc, il y a grands syndicats, donc Unison, GMB et Unit the Union, qui souhaiteraient mettre en place une instance représentative du secteur avec un Social Care Partnership qui représente les partenaires sociaux qui soient identiques à ce qu'ils ont pu obtenir pour le NHS. Donc on voit en fait au Royaume-Uni, en Angleterre, vraiment le NHS est un peu l'horizon qui oriente les syndicats avec, enfin voilà, ils voudraient essayer de s'inspirer de ce qui existe pour le NHS dans le social care. Et donc les syndicats ont essayé de mettre en place de telles instances avec quelques organisations représentant les employeurs. Mais alors jusqu'au changement de gouvernement, le Department of Health and Social Care ne la reconnaissait pas. Donc j'ai pas suivi les tout derniers développements, mais en tous les cas, ça n'avait pas l'air non plus complètement bien engagé. En Allemagne, Verdi a tenté en 2019-2020 de créer une convention collective unique dans la branche de la Pflege, sans succès, puisqu'il l'a pas négocié avec l'ensemble des organisations patronales, mais avec les représentants d'une nouvelle organisation patronale qui avait été créée un peu ad hoc, le BVAP, qui était essentiellement constitué de l'AVO et d'autres organisations. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que le but de Verdi, c'était de créer une convention collective qui pourrait aussi permettre de couvrir les entreprises privées dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ces entreprises privées qui se sont développées à la suite de l'introduction de l'assurance dépendante, des entreprises privées qui proposent des services d'aide et de soins à domicile et qui jusque-là n'étaient pas couvertes par des accords de branche. Et en fait, cette convention collective unique a échoué puisque les organisations religieuses, Caritas, ont refusé cet accord au prétexte que ça mettrait en danger leur autonomie tarifaire, leur troisième voie, leur façon toute spécifique de négocier les conditions de travail. Euh, et donc, finalement, ce qui a été choisi, c'est de passer. Enfin, le gouvernement a décidé d'introduire des conditions pour que les services prestataires ne puissent être labellisés que s'ils respectent certaines règles concernant les salaires et qui s'alignent sur la moyenne des salaires de la région. Alors, à la différence de l'Allemagne et la France, en France, la négociation collective donne aux organisations patronales et aux syndicats salariés des ressources financières. Donc, elle donne évidemment des ressources normatives du fait de ce principe de l'extension, qui est quand même très, très important. Mais elle donne aussi des ressources financières à travers l'existence de fonds du paritarisme que ces organisations peuvent négocier, qui sont ensuite étendues et qui permettent donc de lever des cotisations sociales qui vont permettre de développer de l'information et de financer les organisations patronales et les syndicats salariés. Euh,
et donc avec l'idée de diffuser de l'information, de financer de la recherche. Euh, et donc, notamment, ce pourcentage de cotisation sociale est très important dans la branche des salariés du particulier employeur, ce qui a permis à la CPM de s'institutionnaliser, de se professionnaliser et d'être présente sur tout le territoire. Euh, Par ailleurs, donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ces organisations patronales peuvent aussi parfois jouer le rôle d'intermédiaire du droit, au sens de Talèche et Pélis, puisque notamment, c'est des choses qu'on a pu voir avec Nicole Teke. Ces organisations, donc non seulement peuvent diffuser de l'information, proposent des services à leurs membres, mais elles peuvent même parfois aller à la rencontre de nouveaux entrants sur ces marchés pour les encadrer, les mettre en conformité avec le droit, voire même parfois signaler celles qui ne respectent le droit puisque c'est des atteintes au principe de concurrence. Et donc, c'est notamment des choses qu'on a pu voir sur les plateformes et la façon dont ces organisations patronales ont réagi à l'émergence de plateformes d'aide à domicile. Et les syndicats salariés peuvent même parfois aussi signaler auprès des organisations patronales des entreprises ou parfois aussi des associations qui pourraient avoir des comportements abusifs et en demandant ensuite aux organisations patronales d'intervenir. Donc on voit, il me semble que ces acteurs peuvent aussi contribuer à créer de la coordination. Et donc je voudrais terminer en soulignant euh, que finalement, on voit les syndicats allemands et anglais ne disposent pas à l'échelle des branches d'espaces de négociation comme il peut exister en France, hein, avec aussi des paysages enfin, d'organisations patronales fragmentés. Enfin, et donc, parfois, pour les syndicats dépourvus d'espace de négociation avec les organisations patronales, la strategic litigation apparaît comme un répertoire d'action. Donc, ce matin, on a parlé de la grève comme répertoire d'action pour les syndicats salariés. Eh bien, en Angleterre et en France, ça a pu être aussi la strategic litigation ou ce qu'on appelle du contentieux stratégique ou du contentieux d'impact. C'est une forme d'action en justice qui consiste à choisir et à porter une affaire devant un tribunal dans le but de créer des changements plus larges dans la société. Donc, c'est pas seulement l'idée de changer la situation de la personne qui porte plainte, mais de changer un système pour faire jurisprudence. Et donc, les personnes qui intentent des actions en justice stratégique essaient d'utiliser par cette forme d'action un moyen de changement de système normatif. Et donc, je me disais que c'était peut-être intéressant de terminer là-dessus, puisque en Angleterre et en Allemagne, à peu près au même moment, c'est-à-dire juste avant la crise pandémique, les syndicats ont mené des actions de strategic litigation. Alors, je vais commencer par l'Angleterre. En fait, avant le Covid, donc le syndicat anglais des services publics, Unison, a voulu attaquer le paiement des heures de nuit, sleep-in, qui était payé seulement 34 livres pour 10 heures de travail. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Unison a sélectionné une travailleuse, Tomlinson Blake, donc il a cherché une travailleuse qui pourrait porter ce cas devant la justice et ainsi changer le système juridique comme l'indique le représentant du Unison que j'ai rencontré. Donc, il explique que cette travailleuse était une membre de Unison qui travaillait pour Mencap. Et vous savez, il y avait des centaines des centaines de membres qui étaient dans la même situation qu'elle. Et donc, il fallait choisir euh, un cas à porter pour ensuite aller à travers le système. Et donc, je trouvais ça assez intéressant parce qu'en entretien, Unison explique comment ils ont choisi cette travailleuse. Ils l'ont choisie parce qu'elle était résiliente
Et il pensait qu'elle serait capable de passer toutes les épreuves qu'il faudrait passer pour aller en justice, pour raconter son histoire. Donc là, je vous dis en anglais, we needed somebody quite resilient. And you know, because they are going to go through quite a lot as part of this process. And obviously, that means that their name is out there and it's quite difficult. And she did a fantastic job of doing something like that. Il fallait aller à travers tout ce processus et elle a fait un superbe travail en acceptant d'aller à travers ce processus. Juridique. Et puis par ailleurs, donc à la fois elle semblait résiliente et puis sa situation semblait très solide. Elle devait se lever régulièrement la nuit pour s'occuper d'une personne. Et ce cas a suscité une couverture médiatique très forte. Et donc, notamment aussi, il y a des juristes, féministes, chercheuses qui ont aussi accompagné en fait ce recours. Mais finalement, Unison a perdu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'organisation patronale Care England, qui entend représenter les entreprises commerciales, a été associée à la procédure en appel et a souligné que la décision de la Cour suprême signifie que les prestataires de soins britanniques ne sont plus confrontés à un résultat financier potentiellement catastrophique qui aurait pu compromettre les soins prodigués à des milliers de personnes si Tomlinson Blake avait gagné. Donc on voit comment finalement l'organisation patronale et le syndicat s'affrontent à travers ce cas de recours juridique. Alors ce qui est assez intéressant, à travers cette plainte, hein, c'est ce qui est intéressant, c'est que donc le National Officer de Unison que j'ai pu rencontrer en entretien explique comment finalement, malgré la défaite en justice, eh bien, il y a eu tellement de battage médiatique autour de cette histoire que certaines compagnies ont arrêté de payer les heures de nuit comme elles le faisaient avant cette action. Et certaines autorités locales ont aussi introduit des conditions dans leur marché public pour faire en sorte que les heures de nuit soient mieux payées. Donc finalement, même s'il y a eu un échec en justice, ça a quand même un peu changé les choses. Alors si on regarde en Allemagne, donc à peu près au même moment, euh, les représentants de Verdi ont décidé d'accompagner, comme en Angleterre, une bataille juridique contre les usages du régime de temps pour les living care workers. Alors c'est assez intéressant puisque les responsables de Verdi que j'ai rencontrés explique être quand même assez précautionneux face à ces cas de strategic litigation. Ils disent qu'il faut aussi éviter des renversements de jurisprudence qui pourraient être défavorables aux travailleuses et aux travailleurs. Donc ils disent en entretien, oui, nous pesons soigneusement le pour et le contre. Il y a des domaines dans la zone grise où nous disons que l'action pratique dans l'entreprise est meilleure que la plainte juridique. Il faut faire vraiment attention à ce que l'on peut obtenir dans les jugements, surtout lorsqu'il s'agit de jugements de principe. C'est très délicat, donc il y a cette expression en allemand, il ne faut pas réveiller les chiens qui dorment. Parfois, dans certaines situations, ça peut être dangereux aussi de faire des plaintes. Mais malgré leurs précautions, les représentants de Verdi ont pourtant décidé d'engager, comme en Angleterre, une bataille juridique contre les usages du temps pour les living care workers. Donc le problème, comme le rappelle Eva Korer dans la Revue internationale du travail en 2024, c'est que la majorité des contrats de ces living care workers indiquent des temps de travail limités. Donc par exemple 30 heures par semaine, mais en même temps, les agences de placement font la promotion de ces services en les présentant comme une assistante 24 heures sur 24. Donc ils disent, on vous propose une assistante de vie à 24 heures sur 24, et alors que dans le contrat, il y a marqué 30 heures par semaine. Donc si bien que les familles comptent sur une disponibilité ininterrompue, et ce qui est encore plus renforcé du fait que ces living care workers vivent à domicile. Alors même si certains juristes expliquent que, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais certains éléments de la loi du travail étaient incertains, pour les responsables de Verdi, il y avait pas de doute.
Ainsi, ils disent en entretien, nous avions la preuve juridique que ce modèle commercial des living care workers est contraire au droit du travail en vigueur et plus précisément du droit du temps de travail. Cela permet de dire, en cas de doute légal, tout ce que vous faites ici, vous avez un demi-pied en prison et un pied en prison. Euh, on a regardé tout ce qui pouvait s'écrouler en Allemagne si, avec cette plainte. Et donc, ils disent, je trouve qu'il y a cette expression qui est assez intéressante, ils disent, en fait, on fait ça de manière stratégique, hein, de manière très sélective, expliquant que leur politique, c'est pas du tout d'accompagner toutes les plaintes, mais qu'ils décident d'accompagner certaines plaintes avec l'idée d'essayer de changer la, la jurisprudence. Donc, ils expliquent avoir poursuivi un agenda politique en soutenant la plainte d'une living care worker bulgare dont la situation semblait convaincante afin de faire tomber ce système. Et comme en Angleterre, les représentants de Verdi expliquent avoir sélectionné cette travailleuse car elle leur semblait suffisamment solide pour traverser le process et l'avoir accompagnée. Donc dans ce cas, la femme disposait d'une chambre chez la personne dont elle s'occupait, d'un contrat de travail de 30 heures par semaine alors qu'elle était disponible 24 heures sur 24. Et le tribunal du travail a jugé en appel en 2021 que tout le temps devait être considéré comme du temps de travail payé au salaire minimum. Donc le temps d'astreinte était du temps de travail. Donc les régulations du temps de travail devaient s'appliquer. Donc on pourrait penser, voilà, victoire autour de cette plainte. Et, et là, à l'inverse de ce qui s'est passé en Angleterre, donc même s'il y a une victoire juridique, eh bien le système n'a pas disparu. Et même Eva Korer souligne que cette décision, même si elle a été gagnée en justice, eh bien, elle a commencé à instiguer du doute dans la tête de certains décideurs qui se demandent s'il ne faudrait pas remettre à l'ordre du jour la proposition visant à exclure les travailleuses domestiques logées du champ d'application d'une partie de la législation du travail. Donc, pour conclure, on voit que les organisations patronales d'aide et de services à domicile ont pris des formes différentes suivant la place que leur ont laissé les États sociaux. Mais les politiques sociales ont conduit à la création d'organisations patronales plus ou moins inclusives des aides à domicile dans des collectifs plus larges. Donc, quand on regarde leur position, on s'aperçoit que toutes ont comme préoccupation la question du financement et que toutes ont la question de préoccupation autour du temps, mais que finalement, elles y répondent différemment. Et donc, leur forme euh, et leur structuration peut donner plus ou moins de prise aux syndicats qui peuvent aussi être conduits derrière à choisir des répertoires d'action aussi différents suivant les organisations patronales qu'ils ont face à eux. Voilà. Présentation. C'est bon. Est-ce que, Arnaud, tu commences la discussion? Ouais. Merci. Je lance ta présentation avec des applaudissements. Et non, mais j'ai trouvé ton texte extrêmement intéressant, stimulant et foisonnant. Alors, aussi, c'est vrai que normalement, il y avait des discussions hein, avec des acteurs syndicaux. Donc, j'ai essayé, mais c'était pas forcément facile, mais de me mettre à la place des organisations patronales aussi par rapport en tout cas, j'ai retenu deux grandes questions qui traversent ta réflexion, tes recherches et donc aussi notre échange aujourd'hui. Il y a donc, comme tu l'as dit, le rôle de l'État social dans la structuration des marchés quand même, de l'aide à domicile et aussi la structuration des organisations patronales et syndicales. Mais voilà, je suis resté peut-être un peu plus sur le patronat. Donc ce rôle de l'État social j'y reviendrai, je me suis peut-être focalisé sur deux choses que je connais un petit peu plus aussi. Je peux peut-être dire d'où je parle. C'est vrai, je suis pas spécialiste des relations professionnelles, même si je suis à l'IRES, mais je travaille sur l'aide à domicile depuis plusieurs années, presque 10 ans déjà maintenant, avec une entrée qui était plutôt celle des aidants familiaux. Donc je vais y en venir un petit peu aussi parce que là, ils sont totalement absents, ce que je comprends, hein, mais en même temps dans la répartition du travail de care et dans tous les enjeux qu'il peut y avoir de régulation, je pense que ça peut être des questions aussi
à intégrer, et puis aujourd'hui beaucoup plus centré sur l'aide à domicile et les professionnels, plutôt sur le cas français. Juste pour dire un peu d'où je parle. Donc, sur ta première question autour du rôle de l'État social, justement, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est tout ce que tu mets autour du cash for care et de ce que ça amène des familles qui sont elles-mêmes employeuses. Tu le dis à plusieurs reprises, donc je serais peut-être un peu plus centré sur ça. Cette organisation du marché, c'est là qu'on va retrouver notamment des aidants familiaux qui sont quand même aussi rémunérés, contractualisés à travers ces dispositifs. Et aussi quand même, ce qui n'est pas présent là, mais qui pour moi renvoie toujours à l'analyse des états sociaux, c'est la dimension morale. Et donc, enfin, voilà, j'ai des questions un peu autour aussi du familialisme qui peut plus ou moins exister dans les pays que tu compares et dans quelle mesure ça joue sur la structuration du marché et des acteurs. Et puis l'autre, donc c'est là où j'ai essayé de, heureusement, je te remercie, c'était pas pour très longtemps, de me mettre dans la peau des organisations patronales, c'est pas trop mon truc, et notamment, comme tu le dis, et tu l'as rappelé en conclusion, qui cherchent quand même à s'organiser aussi pour développer leur financement, cherchent à gagner quand même des recettes, des parts de marché. Donc j'ai aussi, et en relation avec ben voilà, cette structuration des marchés, ces différents types d'acteurs, et notamment quand même ces employeurs, ces particuliers employeurs, je me suis demandé aussi s'il y avait des stratégies que tu voyais ou pas que les organisations patronales mettent en œuvre pour essayer d'accroître leur part de marché, leurs recettes. Donc, c'est ça qui m'a amené à te poser quelques questions. Donc, j'ai d'abord peut-être une question plutôt de précision, éclaircissement sur ton analyse, mais sinon j'étais vraiment convaincu par plein d'éléments que tu as apportés. Et après, voilà, c'est ou des pas de côté ou des dimensions qui peuvent venir s'articuler, qui ne sont pas forcément centrales chez toi, dans ton papier en tout cas là, mais qui à mon avis peuvent dialoguer. Le premier point, donc plutôt question de précision, d'éclaircissement, euh, parce que tu présentes en tout cas que tu analyses les services de l'aide à domicile et des services à la personne. Et c'était pas très clair pour moi de ce que tu mets dans service à la personne, en tout cas du point de vue français. Il y a beaucoup de choses qui les distinguent, souvent on les distingue dans les services à la personne. Est-ce que tu te concentres sur ce qui est vraiment l'aide à l'autonomie, personnes âgées, personnes handicapées, ou aussi garde d'enfants, le ménage pour tout type de famille? Enfin, voilà. Sur ça, est-ce que tu peux amener des précisions sur comment tu découpes à l'intérieur et sur les autres pays, est-ce que la question se pose autant? C'est ce que je me disais en France, voilà. On différencie quand même ce que sont des aides de confort, qu'on peut trouver dans les services à la personne et du soin, ou ce que j'entendais plus par social care dans, dans, dans les services d'aide à domicile, ce qui effectivement renvoie à différentes branches chez nous, différents secteurs. Les employés sont peut-être pas tout à fait les mêmes, les employeurs aussi, les entreprises lucratives sont plus, en tout cas en France, dans les services à la personne, etc., etc. Mais voilà, je connais la situation française comme tu parlais des frontières aussi, est-ce qu'en Angleterre, en Allemagne, ça a l'air d'être un peu plus regroupé quand même, un peu plus structuré. Et peut-être que tu peux préciser aussi la manière dont toi tu découpes quand même un peu à l'intérieur de ces activités dont les frontières sont pas toujours très claires. Euh, donc voilà, sur l'Angleterre et l'Allemagne, est-ce que la question se pose aussi de différencier vraiment ces types de services et ces secteurs, et du coup les organisations patronales et syndicales aussi qui y sont implantées? Sur toujours un peu ce paysage et ces découpages, il me semble pas que tu parles en France, enfin tu montres, et ça c'est intéressant notamment sur l'Allemagne, comment c'est quand même beaucoup plus intégré le système. Il y a ces 6 grandes fédérations notamment, et puis elles se retrouvent dans une organisation, et ça semble plus éclaté en Angleterre et en France quand même. Euh, Ce qui est juste, mais en France, il me semble qu'il y a l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, qui a une organisation patronale qui est déjà représentative au niveau national, mais multiprofessionnelle, qui cherche à être interprofessionnelle et qui regroupe l'essentiel, je pense, des fédérations du non lucratif, donc plutôt associatives. Enfin voilà, est-ce que c'est un acteur, là il n'est pas présent, mais que tu suis aussi, que tu croises? Est-ce qu'il y a un enjeu quand même de négociation et de représentation patronale, mais du coup aussi peut-être syndicale, à monter à ce niveau interprofessionnel et national. Ça, je sais pas, des points, peut-être plus de détails, et puis voilà, plus dans le cœur de ma discussion, ça serait quand même autour je sais pas, de cette figure, de ce statut du particulier employeur et du rôle que ça joue dans les 3 pays. Il m'a semblé peut-être plus la France et l'Allemagne où c'est plus marquant, mais peut-être que l'Angleterre, ça l'était aussi.
En tout cas, ce qui m'a intrigué, c'est qu'on a quand même le sentiment que pour les organisations patronales, syndicales ou même pour l'État, c'est quand même plutôt un statut du particulier employeur et un secteur ou des conditions de travail et d'emploi qui posent quand même un certain nombre de soucis. Tu nous le montres bien, ça génère de l'informalité. Alors, ça dépend aussi de la forme de régulation qu'il y a derrière le statut bancaire notamment. Donc, dans le cas de l'Allemagne, ça apparaît assez fortement. En France, a priori, il y a des incitations, parce que ça quand même à, à sortir de l'informalité, justement, mais on connaît d'autres cas d'Italie, par exemple, aussi, où ça génère beaucoup d'informalité. Sur les analyses, je pense aux travaux de François-Xavier Deveter notamment, hein, on voit que c'est là qu'il y a les moins bonnes conditions de travail et plus grande précarité d'emploi. On pourrait se dire aussi que pour les organisations syndicales, on peut quand même être plus combatif par rapport à ce statut et finalement ce secteur du particulier employeur. Et puis, même si on se met du côté des organisations patronales, notamment des sociétés commerciales qui sont rentrées dans le jeu, bah, ça prend quand même pas mal de parts de marché. Ça peut varier, mais ça peut être un tiers ou un quart peut-être pas autant, mais je me souviens plus des chiffres exacts, mais ça prend quand même une part conséquente du travail qui est réalisé, qui est financé. Donc je me demandais quand même pourquoi se maintient ce système du particulier employeur et dans les trois pays que tu vois. Moi, il me semble un peu en termes d'hypothèse, ou pour suivre un peu ces questions-là, il y a le principe du libre choix qui est important, qui est dans les directives européennes, qui est voilà, un registre un peu moral, libéral et de désinstitutionnalisation aussi qui appuie ça, mais voilà, malgré tout, il y a quand même beaucoup de conditions objectives pour essayer de limiter ou faire disparaître ce régime du particulier employeur. Voilà. Est-ce que toi, tu peux voir d'autres intérêts qui sont en jeu et qui font que ce secteur reste très structurant malgré tout? Et puis, selon les pays, quelles sont les dynamiques? Est-ce que ça se développe? Est-ce que ça se réduit? Est-ce qu'il y a une visibilité sur ça? En France, tu l'as dit à plusieurs reprises, il y a la FEPEM, qui est une organisation patronale qui est importante. Alors, on sent qu'il y a un poids historique. C'est pas n'importe quel acteur. Tu disais c'était des femmes bourgeoises aussi. J'ai pas mal de questions, mais est-ce que toi, tu as des éléments de réponse, même si j'ai bien conscience, c'est pas dans le cœur de ton argumentation, donc je te fais faire des pas de côté, mais je me dis que ça peut être intéressant. Et du coup, est-ce que les organisations patronales, alors du privé lucratif et du privé non lucratif, est-ce qu'elles ont des stratégies? Est-ce que tu peux observer dans les discours, dans les positionnements, euh, des façons d'essayer de gagner justement des parts de marché, d'en prendre sur tout ce qui est de l'organisation du particulier employeur, avec quand même ces arguments qui peuvent être mobilisés de précarité, d'informalité, etc. Et en étant donc déjà sur cette ligne du statut du particulier employeur, ça m'amène à dire avec ces politiques de cash for care, où tu montres aussi que ça s'est développé voilà, partout en Europe, que c'est une des formes aussi de marchandisation de l'aide à domicile, ces transferts monétaires aux familles qui après décident plus ou moins librement des subsides. Je me demandais si tu croisais aussi dans ces analyses des relations professionnelles et toujours avec l'idée de voir comment les acteurs, notamment patronaux, peuvent essayer de gagner des parts de marché et de prendre hein, le plus possible de financement et de recettes. Ben, il y a quand même une part conséquente qui est réalisée par les familles dans l'aide à domicile, que ce soit de manière gratuite ou que ce soit de manière rémunérée. Et il y a des dispositifs pour ça. En Angleterre, ils étaient même précurseurs. Hein, la Carer Allowance, par exemple, qui permet de rémunérer directement alors des proches et pas que des proches aussi maintenant, à des tarifs quand même assez imbattables. En France, on a aussi ça pour le volet handicap. Bon, là, tu parles un peu moins, je pense que tu es beaucoup plus sur personnes âgées. Mais avec la PAC et le dispositif, on peut rémunérer. Et pour avoir travaillé un peu sur ces questions, notamment au niveau quantitatif, ça apparaît quand même comme une dimension non négligeable. Euh, on estime, rien que sur le volet des aidants familiaux, entre 8 et 10 millions en France. Et quand on analyse ceux qui sont rémunérés, c'est autour de 9-10%. Ça fait quand même 800 000, 1 million, vraiment à la louche. Hein. Mais l'année dernière, le ministère des Affaires sociales avait estimé à 570 000 le nombre d'aides à domicile dans les trois secteurs. Donc, c'est un volet qui est quand même important, encore une fois, d'un travail très invisibilisé, mais dans lesquels beaucoup de financements abondent à des taux, encore une fois, très réduits. Hein. Des aidants familiaux le font
au SMIC, voire à 50 ou 75% du SMIC quand c'est dans le secteur du handicap. Donc là aussi, encore une fois, il y a un volume de travail et puis beaucoup de rémunération et finalement beaucoup de financement à capter par rapport à tout ce travail qui est réalisé par les familles. Et je me demandais aussi comment cette question de l'emploi des aidants familiaux, de la monétarisation du travail de care familial était appréhendée, discutée, intégrée quand même dans ces discussions autour de l'organisation du marché de l'aide à domicile et des rapports entre les différentes organisations, notamment les organisations patronales. Encore une fois, si j'étais à leur place, je lorgnerais un peu sur ce magou. Mais par contre, du côté de l'État, souvent, on y voit une façon de mobiliser à moindre coût. Voilà. Donc, il y a des tensions, mais on est quand même dans une dynamique aussi de privatisation, de marchandisation, donc ça peut valoir le coup. Donc, voilà, comment cette question, est-ce qu'elle est déjà traitée, abordée, ou est-ce que c'est implicite, mais euh, est-ce que tu peux observer quand même des tentatives de réduire, ce qui serait quand même un peu étonnant, mais ce qui m'amène, je le disais un peu en introduction, à ce registre moral aussi, c'est-à-dire ça vient quand même interroger le prisme familialiste des politiques sociales et des États sociaux. Surtout, je pense, dans le cadre français et allemand, c'est qu'il y a quand même un, un- un poids, même si c'est des États bismarckiens avec un développement assez important de la protection sociale, mais aussi assez conservateur et un prisme familialiste important. Peut-être moi, je méconnais davantage le cas anglais. Euh, mais voilà, ce prisme familialiste dans cette intervention tout de même de l'État social, cette organisation des marchés, est-ce qu'il joue justement pour dessiner des frontières ça peut être justement pour limiter, d'une certaine manière, la marchandisation de l'aide à domicile en faisant toujours reposer la primauté de la solidarité à la famille et puis, dans une dimension subsidiaire, celle de l'action publique ou déléguée à des acteurs privés. Est-ce que ce prisme familialiste, il est présent, il enserre quand même les rapports, ou est-ce que, mais bon, ça serait peut-être étonnant, mais pourquoi pas, est-ce que c'est pas justement un argument que les organisations patronales peuvent mobiliser en se disant que justement ils œuvrent d'une certaine manière à la défamilialisation en professionnalisant, en externalisant ce qu'est l'aide à domicile. Je me demandais aussi si c'était une dimension voilà, qui était présente dans ces rapports et ces relations que tu observes. Et sur un dernier point qui est peut-être aussi un point de côté, je ne suis pas encore épuisé, mais un pas de côté, j'ai beaucoup, enfin, c'était passionnant tout ce que tu as mis autour du temps et du temps de travail comme un enjeu. Et j'étais tout à fait convaincu. Et je me demandais juste, c'est pour ça, c'est peut-être un pas de côté, mais tu n'as pas forcément les éléments, si la question de la pénibilité était aussi un enjeu qui était assez central ou pas dans les discussions euh, entre organisations syndicales et patronales, et les États sociaux aussi. D'une part, je me disais, on- même si la population des aides à domicile est quand même assez vieillissante, enfin, il y a un certain nombre de personnes de plus de 50 ans qu'on retrouve dedans, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui, passé 50 ans, en fait, sortent parce qu'elles ne sont jugées ou inaptes ou voilà, ne font plus ce travail. Et donc, par rapport à cette difficulté du métier, euh, je ne sais pas ce qu'elles deviennent d'ailleurs sur ces parcours, mais est-ce que c'est des échanges? Est-ce qu'elles deviennent continuent à travailler, mais sont des travailleuses pauvres? Est-ce qu'elles elles sont invalides et du coup elles ont des pensions d'invalidité? Est-ce qu'elles sont plutôt assignées aux minima sociaux? En gros, est-ce que du fait de la pénibilité et de la sortie du marché du travail du care, ça génère quand même des coûts pour les États sociaux et du coup une préoccupation pour essayer d'améliorer les conditions de travail et de réduire la pénibilité. Donc ça pourrait être un appui à la fois de l'État et enfin des pouvoirs publics et des organisations syndicales. Et peut-être pour les organisations patronales, vu les difficultés de recrutement actuelles dans le secteur, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à desserrer un peu le poids, les tensions qui pèsent sur ces salariés pour pouvoir les maintenir à domicile plus à l'aise. Voilà. Je me disais qu'il y a quand même des possibilités
des intérêts, mais est-ce que ça se traduit véritablement par des discussions, des négociations dans les instances des relations professionnelles? C'est une question que je te pose, à laquelle tu peux dire j'en sais rien, pas du tout. Marie Tissier, merci beaucoup Merci beaucoup euh, pour toutes tes questions. Euh, du coup, donc je vais essayer de répondre à toutes tes questions. Si j'en oublie, dis-moi. Alors, pour la question du familialisme, euh, il me semble que pour l'Allemagne, en fait, ça joue vraiment très fortement, puisque, enfin voilà, il y a beaucoup de collègues qui ont insisté sur le caractère très familialiste du système allemand de politique sociale, et notamment, enfin, si on repense à la typologie de Jane Lewis en 1992, enfin voilà, la France était considérée comme un pays dans lequel on trouvait le modèle du breadwinner de manière weak, c'est-à-dire faible. Et au contraire, à l'époque, l'Allemagne était considérée comme un strong case de male breadwinner. Alors les choses, effectivement, ont changé un petit peu depuis les années 90. Enfin là, ça s'applique à l'Allemagne de l'Ouest. Hein, et donc on voit aussi que les choses ont été différentes à l'Est et à l'Ouest. Hein. Et donc, au moment où, en tous les cas, l'assurance dépendance est créée, eh bien, il y a cette idée de se servir de la rémunération en argent pour rétribuer de l'aide apportée par les familles, par les femmes dans les familles. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est comment ce système a progressivement dérivé. Et donc, finalement, cette structure familialiste a conduit effectivement à ce que aujourd'hui, pour tout un ensemble de raisons sociologiques, il y ait moins de femmes qui soient prêtes à effectuer ces tâches-là et qu'elles délèguent à d'autres femmes hein, qui sont notamment, sûrement beaucoup plus en Allemagne qu'en France, hein, des femmes d'origine migrante. Alors, ce qui est assez intéressant, j'en profite, hein, puisqu'il y a quand même toute cette littérature sur les chaînes du Caire entre le Sud global, le Nord. Et en fait, enfin, notamment ce que disent plusieurs collègues avec Franca, enfin Noran, on a aussi repris ça, cette idée qu'il y a aussi des chaînes du Nord-Nord, en fait. Et il y a même d'ailleurs des pays qui sont à la fois des pays receveurs de Caire et qui envoient des travailleurs du Caire, comme la Pologne, hein, par exemple qui reçoit des travailleuses d'Ukraine et qui en envoie en Allemagne. Et donc, ce qui va aussi conduire certainement à des formes euh, de plus en plus de concurrence pour attirer ces femmes. C'est femmes migrantes, donc en tous les cas, il me semble que ce caractère familialiste, on le voit. Et après, je pense que c'est aussi important de croiser à la fois l'analyse des régimes d'emploi, de care et de migration, hein, puisque enfin, on voit, par exemple, j'ai pas eu le temps de développer trop, mais les régulations de la migration au Royaume-Uni aussi ont joué un rôle très important. Sur la fermeture, l'ouverture du recrutement des travailleurs du CARE étrangères. Donc voilà, alors sur la dimension ouais, morale, hein, peut-être, enfin, alors en tous les cas, moi, j'en profiter pour répondre à une question que tu poses plus tard, en fait, sur ces organisations patronales, elles sont, euh, elles sont beaucoup aussi à reprendre plutôt un narratif autour de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, de l'investissement social. Hein. On a donc des travaux qui ont été développés pour montrer comment ce paradigme de l'investissement social avait été développé en Europe, a ensuite infusé dans certains États. Et donc, elles disent, voilà, développer
des, des marchés de l'aide des services domestiques, ça va pouvoir permettre de libérer la force de travail des femmes ultra qualifiées qui ont été formées et qui pourront du coup travailler et qui pourront déléguer ce travail à des femmes considérées comme non qualifiées. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve. Et d'ailleurs, certains des grands patrons, en fait, alors là, c'est peut-être pas tant au niveau des organisations patronales, mais certains grands patrons, voilà, se valorisent comme étant féministes en montrant comment je pense notamment à Guillaume Richard, qui dirige le groupe WeCare, au deux, qui a aussi un fonds pour l'aide aux femmes battues, si je me souviens bien, qui en entretien explique qu'il est féministe, etc. Donc on trouve cette argumentation aussi assez forte autour de ces questions. Et en même temps, avec effectivement, comme tu le disais, l'importance aussi de l'idée du libre choix qu'on retrouve vraiment très fortement. Et donc, c'est peut-être quelque chose sur lequel j'ai pas suffisamment insisté, c'est-à-dire que ces organisations patronales, à la fois, enfin, elles se mobilisent pour des financements, avec évidemment aussi l'idée, que, il faut permettre aussi toutes les formes d'organisation, à toutes les formes d'organisation d'exister et qui, notamment pour les organisations commerciales, peuvent se battre contre une préférence qui serait donnée aux associations. Et notamment là, on voit comment elles peuvent aussi essayer de s'appuyer sur la directive service pour essayer de faire lever des obstacles dans la pratique ou réglementaire qui pourraient conduire à préférer les associations. C'est des choses qu'on a pu voir notamment en France, puisque ces organisations patronales, par exemple, sont allées voir la Commission européenne en France pour dénoncer le fait que certains départements préféraient les associations. Et donc, c'est notamment une des choses qui a conduit à la loi ASV, en fait, qui était une façon de répondre assez critique, hein. Et donc, peut-être pour, euh, pour reprendre les choses dans l'ordre, donc notamment, est-ce que je voyais des stratégies de ces organisations patronales? Euh, donc, je pense que effectivement, elle s'appuie aussi sur le droit du marché, pour essayer de se développer. Et par contre, alors ce qui est intéressant, ça, c'est des choses qu'on a pu voir notamment avec Nicole Teke, dans cette enquête Origami qui porte sur les plateformes d'aide et de services à domicile. Ces organisations, elles se sont, pour certaines en France, en tous les cas, elles peuvent aussi essayer de se mobiliser contre l'arrivée de nouveaux entrants, et donc notamment les plateformes, et notamment essayer d'éviter que le cadre réglementaire leur soit trop favorable. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'étudier à la fois les instruments de financement, mais aussi les instruments de régulation, puisque, voilà, selon les pays, par exemple, donc en France, il faut une autorisation pour prêter des services aux personnes en perte d'autonomie. Et donc, il y a eu une réforme de l'agrément, et donc enfin, notamment certaines organisations patronales ont voulu s'assurer que cette réforme de l'autorisation ne soit pas, pour les organisations prestataires, ne soit pas trop favorable aux plateformes. Euh, donc après sur la question et donc ah oui, par contre, en tous les cas pour la France, certaines de ces des entreprises qui font partie de ces organisations patronales, donc je pense au SESP, se développent aussi sur un mode mandataire. Donc finalement, quand la prestation de service par l'autorisation finalement inclut de trop fortes exigences, trop fortes exigences, certaines préfèrent du coup développer
la modalité mandataire. Et donc là, dépendant, donc c'est là où on entre dans le puzzle français, puisque là, du coup, le droit qui va s'appliquer, c'est celui de la Convention des particuliers employeurs, mais dont que ces entreprises ne peuvent pas négocier et donc ne sont pas reconnues comme représentatives. Elles ont essayé, mais sans succès. Elles ont été déboutées là, un recours de la FEPEM, mais elles dépendent d'une convention qu'elles ne peuvent pas négocier. Et en tous les cas, on voit aussi que l'existence de règles particulières pour les salariés des particuliers employeurs peut aussi exercer une, comment dire, une, une contrainte ou au contraire peut constituer une ressource si on prend le point de vue des organisations patronales pour la négociation aussi des, dans la branche des entreprises hein, qui peuvent voilà, dire, puisque finalement, pour les salariés des particuliers, il existe tel ou tel droit, eh bien, il faudrait que nous aussi, dans les entreprises, on puisse également s'aligner finalement. Donc, avec une concurrence vers le bas finalement. Et donc, on a pu le voir sur la question du travail de nuit, par exemple, qu'il y a un avenant sur le travail de nuit qui a été introduit dans la Convention des entreprises de services à la personne. Euh, donc, je réponds de manière un peu pas très, ça va un peu dans tous les sens. Mais alors, ensuite, pour répondre à ta question, les services aux personnes, c'est quoi? Alors, c'est vrai que là, effectivement, je m'intéresse quand même à la question de savoir où se trouve le ménage et l'aide aux personnes âgées, voire éventuellement handicapées à domicile. Et donc, où se trouvent les organisations qui proposent des services sur ces activités ou les salariés ou les travailleurs qui proposent des services qui proposent du travail sur ces activités et ensuite qui représentent ces, ces entreprises ou ces particuliers. Et c'est là où, en fait, j'ai un peu une approche constructiviste, hein, puisque l'idée, c'est de regarder ensuite comment les frontières ont été tracées et de voir que ça dépend de catégories institutionnelles qui s'appuient sur des définitions institutionnelles. Donc, effectivement, avec une définition des services à la personne en France et qui a conduit à ce que dans ces organisations patronales, eh bien, il y ait aussi des entreprises de crèches, par exemple, pour la Convention des entreprises de services à la personne, et donc avec qui sont les entreprises ou les fédérations qui représentent les particuliers employeurs, avec quelles activités sont-elles en fait. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller aussi regarder s'il y a par certains moments les enfants. Et donc par exemple, la FEPAM, eh bien, représente également les parents employeurs d'assistantes maternelles. Et donc, notamment, il y a une fusion de la Convention des salariés du particulier employeur avec la fusion avec la Convention des assistantes maternelles. Et donc là, c'est intéressant de regarder aussi quel est le champ qui est couvert par des organisations qui incluent qui couvrent entre autres le ménage et je ne sais pas si c'est clair. Et, euh, et donc, après, sur le statut enfin, enfin, voilà, de l'emploi par les particuliers, enfin, je pense qu'il faut quand même bien différencier enfin, la situation de l'Allemagne, de la situation enfin, de l'Allemagne et de l'Italie et de la situation française. Et après, tout dépend aussi de ce qu'on entend par formalisation, enfin, voilà, formalisation, informalité. On voit qu'il peut y avoir aussi des définitions différentes. Et je trouvais que la définition aussi de l'OIT pouvait être intéressante puisque finalement, euh, l'idée de formalisation par l'OIT, c'est aussi l'idée d'avoir des droits équivalents à ceux du droit commun. Et donc, effectivement, pour les salariés des particuliers employeurs, ça dépend si on garde le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il existe quand même des droits pour ces salariés qui sont dans le salariat
on voit que là, il y a un avenant qui a été signé, qui est mis en place pour la mise en place d'un service de santé au travail, hein, qui est socialisé, qui a été négocié par les partenaires sociaux. Donc, il me semble qu'on est quand même dans une situation qui est assez différente, hein, de l'Allemagne, hein, ou de l'Italie, où là, soit les travailleuses ne sont pas déclarées du tout, donc ce qui a conduit à des situations dans la période du Covid où en fait elles étaient en dehors des radars de l'État social, elles n'avaient vraiment aucun droit, alors qu'en France, hein, malgré tout, euh, on s'aperçoit qu'il y a eu assez peu de licenciements pendant la crise Covid, pour les questions de santé, les aides à domicile et les femmes de ménage ont été quand même relativement protégées, enfin, protégées en France, en tous les cas, comparé à ce qui a pu exister dans d'autres pays. Et après, enfin, voilà, sur cette question, est-ce que cet emploi par les particuliers, il pourrait véritablement disparaître? Et on voit qu'il y a toujours cette question de, du retour à l'emploi au noir si jamais les incitations disparaissaient. Mais en tous les cas, il y a des incitations très très fortes en France comparé à d'autres pays, hein, pour déclarer ses, euh, ses salariés. Alors le cash for care, justement, il est quand même assez différent en Allemagne et en France, puisque précisément en France, c'est quand même tracé. Enfin, il faut pouvoir déclarer, enfin, l'APA oblige en fait à déclarer les salariés ou les entreprises qui vont être rémunérés par l'APA, alors qu'en Allemagne, c'est pas du tout le cas. Enfin, et puis, alors sur l'UDES, hein, bien en fait, on a eu un président d'une fédération d'associations d'aide à domicile qui était aussi président de l'UDEF, hein. Mais on voit que pour tout ce qui concerne la négociation, en tous les cas, des conditions d'emploi et de travail, les choses se situent quand même plutôt au niveau de la branche, hein. Où là, du coup, donc pour les associations, l'USB, hein, a été reconnue comme représentative et fédère les différentes fédérations d'associations, ADMR, UNA et autres. Donc après, je pense que l'UDES, elle va jouer peut-être sur des positions de défense de l'économie sociale et solidaire plus large, etc. Mais vraiment pour la négociation des conditions d'emploi et de travail, de la prévoyance et tout ça, ça se joue quand même plutôt au niveau de la branche. Euh, et sur, et sur la pénibilité, enfin, euh, alors on peut souligner quand même qu'il y a un système dans la branche de l'aide à domicile, hein, de prévoyance qui est assez généreux par rapport aux deux autres conventions collectives. Donc ça, il me semble quand même que les organisations, en tous les cas, du secteur associatif ont quand même conscience de cette pénibilité. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs en France qui sont là pour le leur rappeler régulièrement. Par contre, c'est sûrement moins présent au niveau de la branche des entreprises commerciales. Euh, pour les autres pays, je l'ai pas vraiment vu, mais ça veut pas forcément dire que ça n'existe pas. Après, on a pu voir, alors c'est pas vraiment sur la pénibilité, mais on a vu circuler en Europe, mais bon, ça, je pense que tu le sais, le modèle Burzok avec l'idée d'organiser autrement le travail et de faire les tournées autrement, avec l'idée aussi de permettre davantage, enfin, ce qui a été vendu comme une façon de permettre davantage d'autonomie des salariés. Enfin, et peut-être pour revenir sur la question des organisations patronales,
Ce qu'on peut aussi voir, c'est que finalement, elle utilise aussi beaucoup d'arguments différents pour justifier de la nécessité pour elle que ces segments, enfin, pour elle d'exister en tant qu'organisation et pour les secteurs qu'elle représente d'exister. Donc à la fois, il y a le narratif autour de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, la question du combat du travail au noir, les emplois non délocalisables qui vont permettre de placer des chômeurs. On voit même que là, la FEPEM a développé aussi un discours pour dire qu'elle permettait aussi de, de, de trouver du travail à des travailleuses migrantes. Donc on voit il y a beaucoup d'arguments différents en fait qui peuvent être présents et ce qui est d'ailleurs ce qui renvoie aussi à la justification, y compris par les pouvoirs publics du secteur des entreprises enfin, du secteur des services à la personne, pardon. Et d'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes de 2024 souligne la diversité des objectifs hein, qui ont été mobilisés pour justifier de l'existence de ce secteur. Je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions.